Thank you, Rosario, for your. Merci beaucoup, Rosalia, pour ton introduction. Je suis vraiment ravie d'avoir été invitée à ce webinaire. C'est vraiment un honneur de vous parler aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour remercier les organisateurs qui m'ont invité. Tout d'abord, je vais présenter un aperçu des contenus de ce webinaire. Ce ne sera pas à moi de contrôler les diapos ce soir, donc je vais répéter plusieurs fois prochaine diapo. Bon, voilà le contenu de ce webinaire. D'abord, je vais faire une petite introduction. Ensuite, je vais parler de Daniel Stern et de son travail. Après, je vais présenter le thème de la vitalité selon Stern, donc son idée de vitalité. Après, je vais présenter le concept de énergie de Lowen. Je vais également parler de la phénoménologie de la vitalité dans la théorie de Stern. Je vais présenter le sens clinique du concept de Stern et je vais conclure ma présentation aujourd'hui en présentant ce que cela signifie pour nous en tant que bioénergéticiens. Pour moi, les résultats de la recherche sur les nourrissons constituent un modèle de référence central pour comprendre les modèles de relations et les types d'interactions avec les patients. J'utilise ce modèle pour expliquer certaines choses à mes patients, de façon à leur permettre d'avoir une compréhension plus élargie de leur expérience. Ils pourront mieux se comprendre grâce à ce travail. Voilà, vous avez à l'écran une image, une photo avec une bébé adorable qui s'appelle Nine. Ici, elle a 3 mois. Et après, vous voyez que je suis là, je suis le grand-père. Et ensuite, il y a aussi une autre personne, une troisième personne qui tient un verre de vin dans sa main, mais la troisième personne n'a aucune importance ce soir. Donc, Nine et moi, on est les sujets les plus importants. Et qu'est-ce qui se passe dans la photo? Si vous observez, vous allez remarquer la présence de énergie. Comment est-ce que vous expliqueriez ce qui se passe? Bon, il y a une interaction, même si l'image est statique, en fait, à travers les neurones miroirs, on voit ce qui se passe. Nous, nous regardons. On a la bouche ouverte, les deux, donc nous nous rencontrons. Comme vous le voyez, moi, j'ai une attitude qui est typiquement exagérée, comme c'est généralement le cas lorsqu'il y a un adulte qui interagit avec un bébé. Alors, j'ai dit que l'image montre quelque chose de statique, hein, mais on ne voit pas la dynamique. Il faut l'imaginer. Comment est-ce que on peut comprendre cette dynamique? Bon, c'est l'empathie qui rend cela possible. Alors, je vous invite à prendre un moment et essayer de faire un test, un expériment avec moi. Essayez de sentir votre chemin à moi. Identifiez-vous à moi dans le sens du contre-transfert, comme dans une séance de thérapie.
Ou bien vous pouvez aussi vous identifier à Nin. Dans ce cas-là, vous êtes en train de regarder un homme de grande taille d'un point de vue allongé. Donc, je ressens quelque chose, tu ressens quelque chose, et on voit le sens de la dynamique de la scène. On apprend quelque chose par rapport à ce qui a pu se passer au moment où la photo a été prise. Il y a quelque chose qui prend vie, quelque chose qui commence à bouger. Donc, cela est vraiment fascinant. Et comment est-ce que cette dynamique se développe? On peut se poser la question sur quoi est-ce que vous vous concentrez? Est-ce que vous approfondissez dans l'image? Vous pouvez être assis face à un écran, vous pouvez être debout, mais vous pouvez quand même l'expérimenter indépendamment de votre position. Sur quoi est-ce que vous vous concentrez pour donner vie à un élément de la scène? Prenez un petit moment. Est-ce que vous vous focalisez par exemple sur la tête, bien sur la bouche, sur les yeux, sur la partie supérieure du corps, sur les mains, sur les bras, appuyez sur le dossier ou sur la sensation des pieds qui se trouvent dans cette position sur le sol, ou un cœur suspendu. Vous pouvez également ressentir un petit balancement de la partie supérieure de votre cœur. Et peut-être vous faites du bruit. S'agit-il simplement d'une expiration? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ce moment? Qu'est-ce que vous pensez? Écoutez-vous. Est-ce que vous entendez le son, la respiration? Ou est-ce que vous ressentissez un gonfleur sur l'abdomen de calme? Y a-t-il un silence après la respiration? Vous devenez muet. Tout cela fait une sorte de gestalt. Les expressions du visage, la posture, le volume. Il y a de la vitalité, il y a beaucoup d'énergie. Je me demande ce que fait la petite Nine. Elle est à l'origine de ce spectacle. Elle dirige, elle conduit, mais qui s'adapte à qui? Il ne s'agit pas d'une simple imitation, mais de bien plus. Il s'agit d'un jeu dynamique, d'une danse, d'une conversation à différents niveaux, avec la voix, avec les yeux, avec le cœur. Donc, l'ensemble est suspendu par une dynamique très spécifique. Comment est-ce que on peut décrire cette dynamique? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut décrire l'interaction que nous voyons, que nous observons? On peut utiliser des mots, des expressions. Qu'est-ce que vous utiliseriez? Tout se déroule dans une seule pièce, avec une structure temporelle, avec une certaine force, une certaine direction. Tout est bien coordonné. Et cette danse exprime quelque chose. Il y a des dimensions très différentes dans lesquelles cette danse s'exprime. La danse est un jeu de vivacité. Voilà ce de quoi nous allons parler pendant 1 heure ce soir. Il s'agit d'un échange vivant de énergie très tôt dans la vie. Comment est-ce que nous co-construisons la rencontre avec une autre personne? En tant que thérapeute énergétique, on est vraiment intéressé à comprendre la pensée de Lowen à ce sujet. Qu'est-ce qu'il nous a dit par rapport à l'énergie dans la vie précoce? Alors, essayons de donner une réponse à cette question. Bon, combien d'entre vous connaissent Daniel Stern?
Son dernier livre constitue la base de mon exposé ce soir. Forms of Vitality, Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy and Development. Formes de vitalité, exploration de l'expérience dynamique en psychologie, dans les arts, en psychothérapie et dans le développement. Le livre a été publié en 2010. Il est intéressant pour nous en tant qu'analyste bioénergétique parce que CERN, il décrit en détail, c'est un concept de vitalité. Il décrit la vitalité en tant que vivacité. C'est une vitalité rayante. Et nous, on décrit cela comme de l'énergie. Il s'agit, dans notre cas, de la même chose. Dans notre langage, c'est la même chose. Dans ma présentation, je vais répondre à une question. Est-ce que Stern et les thérapeutes énergétiques parlent-ils du même phénomène? Je voudrais mentionner ici que Jörg Lauer, formateur international et membre de la faculté internationale de l'IBA, traite en détail du livre de Stern dans un article. Le voilà à l'écran. Dans cet article, il décrit les effets de l'analyse bioénergétique et de la psychoanalyse. Qui est Daniel Stern? Il est probablement le chercheur le plus connu dans le domaine de l'enfance. Il était psychiatre et psychanalyste américain. Il a beaucoup écrit. Il est né en 1934 à New York. Il est décédé à Genève, en Suisse, en 2012, à l'âge de 78 ans. Moi, j'ai eu l'occasion de l'entendre à plusieurs reprises en tant que conférencier. Il était un orateur extrêmement vivant et captivant. Je garde de bons souvenirs de ses manières. Sa voix était agréable, ses yeux et son regard éveillé. Peu d'orateurs dans ma vie m'ont autant inspiré que lui. Il était éloquent, avec un large éventail d'intérêts et intelligent. J'aimerais présenter son travail maintenant. Son ouvrage le plus connu date de 1985 sous le titre The Interpersonal World of the Infant. Il a développé dans ce livre l'image d'un enfant compétent doté de compétences spécifiques dès sa naissance. La plupart d'entre vous savent probablement ce que l'on entend par un nourrisson compétent, un bébé compétent. Les nourrissons ont des capacités depuis la naissance. Les compétences incluent beaucoup de domaines. Elles génèrent des représentations très symboliques qui ne sont pas liées à la capacité de créer des symboles. Il s'agit de, mimi- de répéter un objet qui n'est pas présent physiquement, d'adopter un comportement imitatif. Quelles sont les compétences du nourrisson? Un nourrisson a des compétences en matière d'interaction sociale. Parce que les nourrissons peuvent déjà établir un contact visuel, reconnaître les visages et adopter un comportement imitatif. Ils préfèrent le visage et la voix de l'homme dès la naissance. Ensuite, ils ont aussi des compétences de régulation. Les nouveau-nés sont capables de contrôler leur attention, se détourner sur euh,
leur état, de réguler leur état de veille de sommeil. Ils ont vraiment beaucoup de compétences d'apprentissage. Les nourrissons sont des apprenants actifs. Ils peuvent distinguer, catégoriser, mémoriser les stimuli. Ensuite, les nourrissons ont aussi des aptitudes à la communication parce qu'ils communiquent leurs besoins par des expressions du visage, par des gestes, par des postures et par des sons. Ils ont également la tendance innée à s'attacher aux personnes qui s'occupent des enfants. Cela est à la base de leur développement émotionnel. Ensuite, ils ont également une perception intermodale. Les nourrissons peuvent intégrer des informations provenant de différents canaux sensoriels et comprendre qu'un objet qu'ils voient peut également produire un certain son. Et enfin, les bébés ont une préférence pour les contingences. Les nouveau-nés, les bébés reconnaissent les liens entre leur propre comportement et les réactions de l'environnement et préfèrent le processus prévisible. Ces compétences permettent au nourrisson de participer activement à son développement dès le début et d'entrer en dialogue avec son environnement. Dans son livre publié par Stern, Stern nous donne un outil. Il démontre que ce modèle est totalement nouveau. On se trouve dans un monde complètement différent. Lorsque Stern a écrit ce livre aux années 80, il a pris une position complètement nouvelle, une perspective différente. Aujourd'hui, on peut parler d'un modèle bien accepté par la communauté psychanalytique. Qu'est-ce que on peut apprendre en lisant les livres de Stern? Stern nous donne un outil pour comprendre le modèle de déficit et de conflit. Le développement du soi, qui est décrit dans le livre, nous permet de comprendre ce qui est à l'origine des troubles. Cela nous permet également de comprendre des idées qui se basent sur la psychologie interpersonnelle. Donc, on a l'opportunité de comprendre les modèles pathogènes. Je vous montre cela dans la prochaine diapo. Alors, j'ai identifié trois types de modèles pathogènes. Il s'agit du modèle de déficit, du modèle de conflit et du modèle de traumatisme développemental. J'ai aussi inclus les troubles de l'attachement. Cela peut être mieux compris grâce au travail de Stern. Je voudrais attirer l'attention sur le point suivant. Dans le cadre de son travail, la plupart d'entre vous, probablement, sont déjà à connaissance de cet aspect. D'un côté, Stern décrit 4 ou 5 étapes qu'un nouveau-né traverse pendant les 3 premières années de sa vie. Et il conceptualise une psychologie du développement du soi. Voilà le premier élément. De l'autre côté, Stern est aussi convaincu que ces 5 étapes, les 5 domaines qui sont aussi connus comme des couches, continuent d'exister tout au long de la vie d'une personne. Et donc, il n'intéresse pas
que dans des moments spécifiques. Ils sont toujours présents. Une fois qu'on les développe, ils restent. Cela a des conséquences importantes du point de vue clinique. Donc, ces couches n'apparaissent pas uniquement dans les moments de régression, elles sont toujours présents. Il s'agit simplement de la perspective dans laquelle nous les vivons. La compréhension psychanalytique de la psychologie du développement est donc différente. Elle part de la hypothèse que les phases différentes de l'enfance sont traversées et abandonnées en même temps. Donc, on passe de la phase orale à la phase anale, à la phase phallique jusqu'à la phase de Édipe. Ces phases différentes sont traversées et abandonnées. Si elles réapparaissent à tout moment et à n'importe quelle circonstance, du point de vue de la psychanalyse, cela est considéré comme un phénomène régressif. Et pourquoi est-ce que ce type de compréhension est autant important et utile pour nous en tant que psychothérapeute corporel et bioénergéticien? Dans les deux premiers domaines, donc jusqu'au 9e mois de vie, l'expérience physique est centrale et donc elle est directement accessible au thérapeute. Le langage et la compréhension symbolique font encore de faux parce que le langage commence autour des 15 mois. Les préformes ou précurseurs des représentations de soi et d'objets sont formés dans ces deux zones, dans ces deux domaines. Et on les appelle les représentations pré-symboliques. Il y a quelque chose qui est représenté sans utiliser des mots et cela reste à notre cerveau et à notre cœur. Voilà pourquoi il est autant important pour nous, en tant que thérapeute bioénergétique, de comprendre comment on peut être en synergie avec le patient. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cet aspect qui demanderait beaucoup plus de temps. Alors maintenant, je vous présente les 5 domaines dont je suis en train de parler. Si vous voyez le temps, un mois, sur l'axe X et sur l'Y, vous avez le développement du soi. Alors d'abord, on a la sensation d'un moi émergent. Deuxièmement, le sentiment d'un soi central jusqu'à l'âge de 9 mois. Il s'agit d'un groupe de 4 expériences qui incluent l'autorité, l'affectivité vers le soi, la cohérence du soi et la continuité du soi. Ensuite, on a un troisième niveau qui est la perception d'un soi intersubjectif jusqu'à l'âge de 15 mois. Quatrième domaine, c'est la perception d'un moi verbal à partir du 15e mois jusqu'à 36 mois. Et enfin, on a la perception d'un moi narratif à partir de l'âge de 3 ans. Donc, il s'agit du développement du soi, de la perspective de la psychologie du développement. Et j'insiste encore une fois, ces domaines restent effectifs tout au long de la vie. Ils influencent la façon dont le moi se manifeste et se sent.
Dans une manifestation thérapeutique, nous nous pouvons toujours demander où se trouve le patient maintenant, dans quel domaine se trouve-t-il et depuis quel domaine, moi, thérapeute, dois-je lui répondre? Et nous, en tant que thérapeute, nous en sommes conscients et nous pouvons, de façon consciente et spécifique, aborder ces différents domaines. Naturellement, ils peuvent s'avérer aussi de manière spontanée au sein d'une séance. Après, pour ce qui est de notre thème sur l'énergie et la vitalité, ceci est très intéressant, mais le domaine prochain, le soit nucléaire, du point de vue de la vitalité, est aussi très important. Est-ce que vous êtes jamais demandé comment l'Owen reconnaît et comprend les formes qui sont les précurseurs de ce qu'on appelle le grounding? Et qu'est-ce qui se passe dans l'expérience de grounding, dans les premières phases de vie? Et alors, comment l'Owen comprend-il l'énergie dont il parle chez le nourrisson? Parce que les bébés aussi et éprouvent cette énergie. C'est une vie sans question, la vie des nourrissons. Et alors, quelle est l'idée d'énergie qui peut nous aider à réfléchir à la genèse et à la manifestation de la structure schizoïde? Bob Lewis décrit le choc céphalique comme la conséquence d'un problème survenu dans cette phase précoce de la vie. Et la question maintenant est comment l'énergie vitale se manifeste-t-elle dès la naissance? Voilà la question qui nous intéresse maintenant, à ce point. Alors, afin de pouvoir trouver des réponses à cette question, il faut aller chercher et analyser le début de la vie du nourrisson, le domaine du moi, du soi émergent. Et j'aimerais attirer brièvement votre attention sur la première phase du soi émergent, la première phase, première couche. Et comme je viens de le dire, nous parlons des 2 premiers mois de vie. Il y a certaines capacités et phénomènes qui vont façonner le nourrisson dans cette phase et déterminent la manière dont il fait l'expérience des choses. Stern en a décrit 2 en détail, en particulier 2 compétences. Le soi émergent se compose de ces 2 capacités, la perception amodale en premier lieu et en deuxième lieu, les effets de la vitalité. Combien d'entre vous comprennent ce que désigne cette perception amodale? Est-ce que vous le connaissez? La perception amodale est une perception sensorielle qui est traduite dans un autre sens, parlant de nos 5 sens, sans que le sens lui-même ne reçoive aucune information provenant d'un stimulus externe. Il s'agit donc d'un processus interne, une sorte de traduction interne. Et donc, cette capacité, cette habilité permet au nourrisson de s'orienter très vite dans une situation qu'il ne connaît pas, tel que le nouveau monde qui l'entoure qui l'entoure. Dans la prochaine diapositive, je vais vous montrer un petit exemple. Par exemple, une tétine qui n'est pas lisse, qui est identifiée immédiatement par le nourrisson sans l'avoir vue auparavant. Là, vous voyez la publication originale de Menshoff qui a été publiée dans Nature en 1979 et le nourrisson est capable d'identifier la sucette qui a ces petits boutons. Là, vous voyez, il y a une sucette lisse et une sucette avec des boutons. Vous le voyez ici sur l'image de l'article qui avait été publié sur Nature. Et l'expérience est la suivante. Alors, le nourrisson reçoit la sucette avec les boutons dans une main. Par la suite, on lui montre l'image d'une sucette avec et sans bouton. Et lui est capable d'identifier la sucette avec
des boutons, même s'il ne l'a pas vu avant. Et c'est exactement ça, le fonctionnement de la modalité de perception. Et aujourd'hui, dans ce contexte, nous sommes intéressés à mieux comprendre ce que ce sont les modalités de la vitalité. Par la suite, Stern va l'appeler forme dynamique de vitalité. Stern veut répondre à la question pour savoir comment nous faisons quelque chose et comment nous expérimentons quelque chose, surtout la qualité liée aux émotions. Il veut la connaître mieux. Donc, quelle est la nature d'une expérience, de n'importe quel type d'expérience? Et cela, alors, nous amène à la partie principale de ma présentation aujourd'hui avec vous. Là, vous voyez, dans la prochaine diapositive, nous avons une vague qui va créer une sensation, une émotion en la regardant. Elle nous montre un sens de vitalité et une forte énergie. Elle nous fait percevoir quelque chose. On va voir après le concept de Stern de la vitalité. J'arrive alors à ce concept de vitalité et d'énergie de Stern. Dans son dernier livre, il parle en effet des formes dynamiques de vitalité, c'est-à-dire les émotions, les affections vitales. La vitalité existe dès le début de la vie. L'expérience des formes de vitalité permettent aux nourrissons de saisir les états émotionnels et les émotions des autres, même avant de développer son langage symbolique. Comme on vient de le dire, ceci donne origine aux représentations pré-symboliques dans cette phase spécifique. Alors, les aspects comme les catégories qui sont la rage, la tristesse, la peur, la surprise, tout ça contient des qualités spécifiques de l'expérience. Nous connaissons très bien quelques-unes de ces qualités spécifiques, tandis que d'autres sont moins connues. Mais je vais commencer par vous expliquer celles qu'on connaît mieux et plus. Nous savons, par exemple, qu'il y a toujours deux dimensions, l'activation du temps qui décrit l'urgence de la qualité. Et puis, il y a le temps hédonique qui décrit le niveau de plaisir ou de non-plaisir. Quelques catégories de sensations telles que la joie ou la tristesse peuvent être plaisantes ou non plaisantes, tandis que d'autres, comme la surprise par exemple, on voit cette différence seulement jusqu'à un certain niveau. Au niveau général, en effet, l'activation du ton hédonique est considérée comme une dimension qui porte en effet sur les catégories de l'expérience. Et donc, celle-ci devient une perception très familière pour nous. Le prochain exemple va nous montrer deux dimensions. Par exemple, la catégorie des affects de la joie nous dit que la joie peut être perçue sur différents niveaux. Donc, on peut parler d'une joie exubérante, joie avec l'intensité la plus élevée. Et en contraste à cela, la joie qui peut être aussi vécue comme un plaisir contemplatif avec une intensité d'activation inférieure. Mais nous classons ces deux formes de joie comme de la joie. Mais il y a aussi d'autres qualités spécifiques qui sont liées aux expériences dont nous avons une grande conscience clinique, mais dont on n'a pas une expérience clinique, mais elles ont un rôle fondamental dans notre vie quotidienne.
mais aussi une importance soi-disant absolue. Celle-là se trouve généralement à la périphérie de notre attention en tant que thérapeute corporel. Pour la thérapie, voilà pourquoi Daniel Stern a créé un nouveau terme qui n'avait pas été considéré dans la théorie précédente des affects et des émotions, c'est-à-dire les effets de la vitalité. Stern a poursuivi en effet une approche phénoménologique à la vitalité et donc les outils pour comprendre le phénomène de la vitalité et de l'énergie avec une forte conscience et précision. Et en effet, on s'est demandé comment fait-on quelque chose. On fait quelque chose à travers les expériences. Et après, pour le comment, il y a l'expérience de la vitalité et de l'énergie en termes de qualité. Et alors, quelle est la caractéristique d'une expérience? Est-ce une expérience qui euh, devient plus forte, qui s'apaise, qui est hésitante, qui est fluide? Nos expériences sont strictement liées à nos sensations temporelles et synesthétiques. Stern utilise ce terme, par exemple, comme euh, fugace, puissant, fort pour décrire les qualités de cette dynamique. Et donc, on peut se demander comment puis-je épuiser ma joie, ma colère et, et comment suis-je capable de aimer ou de éprouver de la haine? Comment je me réveille? Comment je m'endors de façon brusque ou lentement avec des hauts et des bas? Ou la mère, comment elle accueille l'enfant? Comment prépare-t-elle la couche pour le nourrisson? Alors, comment je respire? Comment euh, je ferme mes chaussures? Comment je bouge ma tête? Comment on me lève? Comment je me lève? Alors, les aspects de la vitalité sont tous liés aux aspects catégoriques, mais aussi comprennent ces aspects qu'on appelle les aspects discrets. Passons maintenant à la prochaine diapo. Et là, nous voyons les affects de la vitalité sur l'axe des Y, l'intensité, et sur l'axe des X, on voit les délais, le temps, quelque chose qui peut être explosif, d'autres expériences qui peuvent être pulsantes et d'autres expériences qui peuvent être évanescentes. On le voit aussi dans ce graphique. Si nous voulions décrire tout cela, il y a des mots spécifiques que nous pouvons utiliser. On les voit ici dans cette diapo. Là, vous voyez une liste d'expressions symboliques de ces qualités. Il y a quelque chose qui peut être explosant, énergétique, relaxant, glissant, une expérience, une sensation qui peut être prolongée, pressée, qui surgit, qui disparaît, ou aussi lent, hésitant, ou une sensation aussi qu'il n'y a aucun effort lié à cette expérience. Là, vous trouvez une liste de mots qui nous permet d'essayer d'exprimer toutes ces qualités. Et donc, la même affection concrète peut avoir plusieurs qualités. Par exemple, la colère qui peut être explosive, regonflante, croissante, énergétique, elle peut disparaître, s'affaiblir. Mais prenons par exemple une autre expérience. Par exemple, comment me sens-je quand j'écoute la musique assis sur une chaise? La musique, qu'est-ce qu'elle
engendre chez moi. Imaginez, vous êtes assis et dans une salle et vous écoutez une très belle chanson. Qu'est-ce qui se passe en vous-même dans ce moment? Vous vous sentez plus gentil, tendu, relaxé, énergétique, un mouvement fondant, ouvert. Est-ce que cela vous touche, flottant? Et cela montre jusqu'à quel point une expérience peut être différente, parce que la même expérience peut présenter des qualités différentes. Et si nous connaissons ces aspects, si nous arrivons donc à avoir cette vision lorsque nous rencontrons notre patient, nous pouvons élargir notre compréhension parce que nous comprenons où se trouve le patient dans ce moment précis. Mais après, on passe à la définition de vitalité. Qu'est-ce que Stern voulait dire quand il parle de vitalité? Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on a immédiatement une sensation liée à la vitalité de cette personne. Et donc, nous sommes à même d'évaluer jusqu'à quel point nous nous sentons vitels ou vifs nous-mêmes. Et donc, la définition est écrite sur la prochaine diapo que je vais vous montrer. Alors, pour Stern, la vitalité est une expérience humaine réelle, un produit mental et psychologique. Elle découle d'un processus mental intégratif impliquant de nombreux processus internes et externes qui se manifestent dans une expérience subjective et dans une réalité phénoménale ou phénoménique, qui surgit et qui devient ensuite visible. Elle repose sur une activité physique et sur des opérations et des processus mentaux compréhensibles. La vitalité est une expérience holistique. Lorsque nous nous approchons à cette expérience, nous nous rendons compte qu'elle comprend 5 éléments. La vitalité reflète la qualité dynamique d'une expérience, et comme j'ai déjà dit. Elle se manifeste dans la manière dont les actions sont effectuées. Elle n'a rien à voir avec le contenu spécifique de l'action. Seule l'expérience subjective et donc l'évaluation subjective détermine si quelque chose apparaît vital et dans quelle mesure le vécu est vital ou apparaît vital. La compréhension de Stern de la vitalité coïncide à la compréhension de Lowen de l'énergie sous plusieurs aspects. Mais Lowen prend une perspective différente, plus vaste concernant la vitalité et il applique ce concept à des zones culturelles telles que le cinéma, la musique. On va mettre ces aspects de côté de la présentation d'aujourd'hui car aujourd'hui je veux me concentrer sur ce que Lowen dit à propos du phénomène de vitalité et vivacité. Alors, comme je l'ai déjà dit, Lowen ne parle pas de vitalité, il parle plutôt d'énergie. En général, Lowen reste assez vague dans ses affirmations, mais aussi sur le concept d'énergie et de vitalité en général. En effet, il utilise la suivante description dans son livre Le langage du corps, The Language of the Body. Excusez-moi, je dois le lire. Alors, si nous ne voulons pas devenir mystiques, nous devons considérer le concept énergétique comme un concept
physique, c'est-à-dire comme quelque chose de mesurable. Nous devons également, dans cette phase, comprendre les formes de base de l'énergie. Nous devons travailler avec l'hypothèse qu'une énergie fondamentale existe dans le corps humain, qu'elle se manifeste avec des phénomènes psychiques ou dans le mouvement du corps. Et nous appelons cette énergie tout simplement bioénergie. Voilà ce que Lowen nous dit. Et dans son livre The Revolutionary Therapy, il utilise le langage du corps pour guérir les problèmes de l'esprit. Et il a été publié en 1975. Si vous voulez, vous pouvez lire ce livre et lire cette même définition d'énergie. Une personne s'exprime à travers des actions et du mouvement. Et lorsque l'expression du soi est libre, elle correspond à la réalité de la situation et donc une sensation de satisfaction et plaisir arrive. Donc, d'après ce que je sais, Lowen ne parle pas de vitalité et d'énergie en tant que telle, mais il parle d'énergie. Et d'après Lowen, l'énergie se manifeste dans la pensée, dans les mouvements, dans la sensation de plaisir. Et donc, il s'agit d'une question de nature physique et il utilise des termes métaphoriques comme la flamme de la vitalité ou un feu vital, par exemple. Donc, pour lui, énergie est égale à excitement, charge. Une voix pleine pour Lowen est déjà un signe d'énergie. Et d'après Lowen, l'énergie a sa mesure. Les mouvements du corps, l'expression des yeux témoignent par exemple beaucoup ou peu d'énergie ou de vivacité. Lowen parle de flux d'énergie dans le corps et de la motilité involontaire en tant qu'expression de vivacité et spontanéité. Pour Lowen, l'énergie est au service des émotions. D'un côté, Lowen voit l'énergie comme une forme de résistance sous forme de tension des muscles. Pour Lowen, celle-ci est une caractéristique entre négatif et en effet, il parle de ça comme un blocage. Ou bien Lowen vous voit l'idéal de la manifestation énergétique dans la libération, dans la libre manifestation des sentiments et la respiration, l'agent principal de transport de l'énergie qui donne force. La terminologie phénoménologique de Lowen est rapportée ici. Nous avons la charge, le flux, la respiration, grounding, enracinement, tremblement involontaire, utilité, blocage ou crampe même. Alors, pour résumer le concept de vitalité et d'énergie, d'un côté, Stern parle de forme vitale, de vivacité, de forme dynamique, de vitalité. Sa tentative de décrire ce qui nous rend plus vifs se rapproche à l'idée d'énergie de Lowen. D'autre côté, Lowen ne parle pas de vitalité, il parle plutôt d'énergie. Mais en définitive, il s'agit du même phénomène. Et alors, selon moi, la conception de Stern est contenue dans le concept d'énergie de Lowen. Et en tant qu'analyste bioénergétique, nous pouvons apprendre beaucoup de concepts sophistiqués de vitalité de Stern. Alors, maintenant, je voudrais passer au prochain point de ma présentation. Alors, maintenant, je voudrais m'appliquer sur le concept phénoménologique de Stern des formes dynamiques de vitalité. Et alors, ce concept nous offre un outil qui peut aider notre activité de clinicien. La vitalité est une expérience
holistique, comme on vient de le dire, et au niveau théorique, vous voyez qu'elle se compose de perceptions séparées. Stern décrit 5 dimensions ou bien 5 processus impliqués dans les formes dynamiques de la vitalité. Et donc, nous pouvons passer maintenant à la prochaine euh, diapo, les 5 dimensions de la vitalité dynamique. Le mouvement, le temps, la puissance ou la force, espace et intention. Elles ne sont pas analysées une par une comme nous analysons un visage familier de manière séparée, isolée des autres. Et donc, nous voyons quelque chose comme une Gestalt. Ces éléments ensemble forment un élément dynamique et permettent à la vitalité d'être expérimentée dans son ensemble, comme une Gestalt. Mais nous pouvons partager cette Gestalt en dimensions individuelles. Stern appelle ces dimensions une pentade dynamique fondamentale. Elle se manifeste par exemple dans des processus qui ne durent que quelques secondes. Et dans cet intervalle, c'est ce qui compose tous les moments psychologiques interpersonnels de notre vie. Ces 5 domaines de vitalité, ils sont intimement liés à ces moments. Et voici quelques exemples de ces processus. Alors, pour faire un geste, on peut faire comme ça, ou même comme ça, car un geste inclut la puissance, un rythme, un flux et la fluidité, ou aussi la façon de prononcer un mot. Ce qui compte sont la durée, l'intonation d'une phrase ou même d'un seul mot qui peuvent varier, je peux dire. Oui, ou oui, je peux le faire, ou oui, je le fais. Il y a différentes manières pour prononcer la même phrase, le même mot. Ou le sourire, la manière dont le sourire illumine le visage, ou la manière dont elle est cachée, comment on est assis sur une chaise, la manière avec laquelle la personne change de position. On peut s'asseoir de manière plus rapide ou plus lente et cela nous offre des sensations différentes. Un regard, le changement de direction d'un regard ou le fait d'éviter un regard d'un côté ou de l'autre, ou la pensée, l'intrusion ou l'apparition d'une pensée son insinuation dans la psyché d'une personne. Et donc, si nous voulons nous occuper, aborder la qualité expérientielle réelle d'une action, il ne suffit pas de se demander pourquoi je fais quelque chose ou qu'est-ce que je fais. Nous sommes intéressés davantage à comment on fait quelque chose et c'est ce comment qui me met en contact avec la vitalité. Le comment me donne des informations sur l'énergie, le dynamisme ou la vitalité avec laquelle je vis une action. À chaque instant d'une situation clinique, nous avons l'opportunité de concentrer notre attention sur le comment. Comment le patient nous apparaît-il dans le transfert? Ou bien nous, en tant que thérapeute, comment agissons-nous dans le contre-transfert? Comment respirons? Comment nous nous redressons sur la chaise? Comment nous nous plions lentement en avant?
Maintenant, je vais parler des 5 processus différents dans le détail. On veut passer à la phénoménologie de la vitalité. Nous voulons l'étudier de plus près. D'abord, je vais parler du mouvement. Le mouvement est au cœur de la vitalité. Le cœur, c'est le centre de la vitalité. Il s'agit de l'expérience la plus primitive et la plus élémentaire. Le mouvement est le signe le plus évident de la vitalité. Nous sommes physiquement et mentalement un mouvement permanent. Nous inspirons et nous expirons par intermittence. Nous bougeons la bouche, les yeux, les paupières, les mains. On change la direction du regard. On bouge la posture de la tête. Nous nous essayons. Nous nous tenons debout. Nous marchons. Le tonus musculaire change constamment. Voilà le mouvement. Et en tant que thérapeute bioénergétique, nous nous sentons directement concernés. Le mouvement mental revêt également une grande importance sur Terre. Notre expérience mentale n'est pas statique. Une pensée se révèle de manière très différente, avec des dynamiques très différentes. Une pensée peut faire irruption sur la scène de notre esprit et s'y répandre. Soit il se fait connaître très discrètement, de voile un bref instant, et après il se retire discrètement. Le mouvement est accompagné de 4 autres processus. Il a 4 composantes. Il s'agit du temps, de la force, de l'espace et de l'intention. Je vous présente d'abord le temps. Le mouvement se déroule sur une certaine période. Cela lui donne un contour temporel, un profil temporel. Et pour que nous puissions l'apercevoir, il faut une certaine durée et longueur dans laquelle le mouvement se déroule. Le changement du temps d'un geste change son sens. Par exemple, si fait un geste comme ça ou comme ça, tout donne un sens différent. C'est le même geste qui donne un sens différent. Après, la puissance et la force. Le mouvement exprime une certaine force, une certaine puissance qui est à l'origine du mouvement même. Le mouvement physique ou mental est vécu comme s'il y avait une force derrière ou à l'intérieur, comme s'il était causé et contrôlé par cette force. En psychologie, on parle généralement de motifs et de intention. En psychoanalyse, on parle plutôt de désir et de pulsion. Bien que nous sachions que le mouvement, en tant que phénomène purement physique, peut être expliqué par l'anatomie, la biochimie et la physiologie, nous avons tendance à l'attribuer au mouvement humain. Nous associons notre perception à l'impression de puissance, d'énergie, d'élan et de vigueur. Une forme de thérapie qui travaille sur cet aspect est la psychothérapie normative de Stanley Kellman. La deuxième dimension est l'espace. Le mouvement se déroule dans un lieu, dans un espace. C'est la seule façon de l'apercevoir. C'est une question de conscience pour ce domaine. Et enfin, l'intention. Le mouvement a une direction,
Il est dirigé vers quelque chose, vers quelqu'un. Il a une intention, bien une direction, une directionnalité. En règle générale, nous ne faisons pas de différence entre les 5 dimensions que j'ai mentionnées. Les 5 dimensions forment plutôt une gestalt, ensemble. Il s'agit d'une entité holistique. Notre moi, cette entité supérieure, intègre donc en permanence 5 composantes, ce qui donne lieu à l'expérience subjective de la vitalité et ce qui crée un sentiment de dynamisme. Les formes de vitalité sont difficiles à comprendre. Nous les ressentons dans notre cœur, pratiquement dans toutes les activités. Elles sont masquées par la qualité perçue des émotions qui les accompagnent. Elles sont absorbées par le sens explicite des pensées qu'elles les accompagnent. C'est pourquoi on ne se concentre pas sur la manière dont une pensée surgit, mais plutôt sur son contenu. La forme de vitalité nous glisse, pour ainsi dire, entre les doigts. Maintenant, je passe à la prochaine partie de ma présentation. Je désire expliquer le sens clinique du concept de vitalité dynamique de Stern. Les formes dynamiques de vitalité font partie de notre mémoire épisodique. C'est pourquoi il est primordial pour nous, thérapeutes, de les comprendre. Il y a des formes de présence différentes. Nous pouvons utiliser les formes dynamiques de la vitalité en clinique. Si nous y prêtons attention, nous pouvons accéder à des expériences passées inconscientes dans le cadre d'une psychothérapie. Nous avons plusieurs options, les mémoires, les expériences dissociées, les expériences phénoménales, des expériences passées implicites qui n'ont jamais été exprimées par des mots. En particulier, la connaissance relationnelle implicite, notre connaissance implicite de l'être avec un autre spécifique. Maintenant, je vais présenter l'importance des formes de vitalité dynamique dans la pratique clinique. D'abord, je fais référence au langage spontané, parlé, qui a un son humain par rapport à un robot. C'est très dynamique. L'intonation, le volume, l'accent, la modulation, le ton de la voix créent une forme de vitalité. L'orateur donne une idée d'être vivant à son interlocuteur. La différence entre le sens du mot exprimé et le sens officiel dans le vocabulaire est la clé, est au cœur de notre analyse. Si nous en sommes conscients, on peut comprendre les mots cachés du patient en tant que thérapeute. Je vous donne un exemple. Le niveau de authenticité, d'hésitation, de conflit, la peur de faire des choses, la difficulté
dans l'expression, le niveau d'enthousiasme, notre engagement interne, le détachement, la nuit de la négation, du déni. Tout cela demande une synchronisation avec les formes de vitalité qui peuvent être aperçues comme quelque chose de séparé par rapport au flux des mots. Voilà où les émotions se manifestent. Le prochain point clinique que je présente concerne les formes de vitalité dynamique en tant que chemin de la mémoire. Le concept Stern ouvre une autre voie vers l'inconscient. Traditionnellement, nous connaissons les voies d'accès à l'inconscient suivantes, selon la psychoanalyse. La psychanalyse travaille systématiquement avec ces voies. Le transfert, le contre-transfert, l'analyse de la résistance et la libre association. Et en tant que psychothérapeute corporel, bioénergétique, tout cela est très important. Mais en tant que thérapeute, on complète le chemin vers l'inconscient en travaillant avec le corps, avec les sensations et avec l'expression corporelle. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer ça concrètement? Une possibilité est de se concentrer sur l'expérience immédiate, c'est-à-dire sur l'ici et maintenant dans la salle de thérapie. Je vous présente un exemple clinique de ce que je viens de dire. L'une de mes patientes me dit qu'elle se retient longtemps dans les conflits. Elle garde sous les coudes ses sentiments de colère. À un moment donné, elle n'en peut plus. Et soudainement, brusquement et sans avertissement, elle sort son pistolet mental. Elle tire sur l'autre personne. Elle donne libre cours à sa colère. Pendant qu'elle me raconte tout cela, elle est assise. Et en même temps, elle fait un mouvement violent avec sa main droite. Elle saisit sa hanche et sort le revolver qu'elle imagine y être posé. Elle fait un mouvement de tir vers l'avant, dans la même direction. Comme ça. Voilà. Il y a quelque chose de destructeur, de bouleversant dans ce qui n'est pas médiatique, c'est dans ce qui est violent. Mais elle n'en sait rien. Elle est venue me voir pour une thérapie parce qu'elle avait perdu de nombreuses connaissances, de nombreux copains. Elle avait entendu dire qu'elle était toxique. Elle ne peut pas l'expliquer. Elle veut apprendre à mieux se comprendre. Elle connaît la nature explosive et violente et déchargeante de son père. Cela devient évident au cours de la thérapie. Elle s'identifie à la forme de vitalité de son père. Donc, elle s'en rend compte progressivement au cours de la thérapie. Il faut être conscient de cette caractéristique, de ce que l'on peut faire, des actions que l'on peut adopter, même en travaillant avec le cœur. Il faut bien comprendre le concept phénoménologique de Stern. On peut procéder comme ça. D'abord, il faut faire face à la dimension du mouvement. La patiente devrait être à même de exprimer à travers son corps le sens de retirer le pistolet, ce qui exprime sa vitalité. Il aimerait tirer sur quelque chose. On lui donne cette opportunité.
l'opportunité d'exprimer sa propre agressivité en lui donnant des instructions par rapport à ce qu'il doit faire vraiment. Il doit exprimer ça. Par exemple, j'ai un coussin dans ma salle de thérapie que j'utilise. Elle peut le battre. Après, on a la dimension du temps et de la puissance. On donne des instructions à la patiente pour changer de vitesse, par exemple. Elle va changer la vitesse euh, de ses gestes. Elle peut observer que l'agressivité augmente ou se diminue selon la puissance. Et une autre émotion s'instaure. Par exemple, le désir. Et après, l'espace, en tant que dimension suivante, devient aussi important. On demande à la patiente où elle désire se trouver avec son agressivité. Elle pourrait aller à l'âge de 5 ans. Elle se plaignait face à sa mère parce que la mère n'a pas compris son besoin d'être soignée. Et après, avec les points sur le coussin, on pose la question, qui pourrait être cet objet et la personne qu'elle désire battre. Elle pourrait utiliser en tant que cible l'homme qu'elle a quitté récemment. Cela lui donnerait un sens de tristesse aussi bien qu'un sens de déception. Cet exemple clinique nous explique comment on peut utiliser le concept phénoménologique de forme dynamique de vitalité en tant que moyen pour donner une orientation à nos patients avec une action sur le corps. Mais la dynamique de la vitalité a aussi une autre caractéristique. Je vous présente les formes dynamiques de vitalité et les dynamiques de la vitalité comme voie de reconstruction de l'expérience phénoménale. En règle générale, nous ne faisons pas de distinction entre les souvenirs et les expériences. Lorsque nous nous souvenons, nous sélectionnons inconsciemment les éléments. Ceci s'intègre dans le contexte spécifique du moment et du souvenir. On utilise le passé dont on se souvient comme un guide et on s'adapte à la situation présente. L'expérience phénoménale, quant à elle, a lieu ici et maintenant. On s'en souvient lorsqu'il vient de se produire, lorsqu'elle est racontée immédiatement sous une forme cohérente. L'expérience phénoménale est tout ce qui se passe sur la scène de notre esprit à ce moment-ci et tout ce qui se manifeste physiquement. Elle est purement subjective. Et donc, elle est vraiment subjective. Peu importe pourquoi ou comment elle est arrivée sur la scène. Elle est liée à des événements réels, si elle est liée à des événements passés au futur, ou si elle n'a peut-être jamais été expérimentée auparavant. Il fait partie de l'expérience phénoménale directe. On ne peut pas la reproduire verbalement pendant qu'elle a lieu. Elle ne peut être reproduite que juste après. L'expérience phénoménale n'est pas sélectionnée rétrospectivement. Elle ne sert donc pas à créer un contexte de souvenir uniforme. Sa sélection n'est pas soumise au mécanisme de défense habituel. Elle est, disons, plus pure. Il s'agit d'une expérience vécue qui contient la dynamique de la vitalité. Avec certaines techniques, et surtout pour nous en tant que bioénergéticiens, avec les techniques physiques, nous avons un accès direct à cette expérience phénoménale. Pour nous, bioénergéticiens, cela fait partie de la vie clinique quotidienne.
Nous jouons une scène avec un patient. Nous laissons le patient l'exprimer physiquement. Donc, la scène se déroule ici et maintenant. Cela nous donne un aperçu en ligne de la dynamique de la vitalité, pour ainsi dire. Et ensuite, cette expérience, cette dynamique est racontée et catégorisée verbalement. Je vous donne aussi notre exemple qui montre l'importance des formes dynamiques de vitalité. Il s'agit de formes de vitalité et de intersubjectivité. En thérapie, les expressions physiques spontanées du thérapeute sont riches en dynamique de vitalité. En fait, dès que le thérapeute rencontre le patient, il y a une interaction. Le patient montre comment il peut s'asseoir sur la chaise, comment il serre la main au thérapeute, à l'accueil, comment ils interagissent. Tout cela a lieu en tant qu'autorégulation. Il bouge ses jambes lorsqu'il est assis sur la chaise, la façon de laquelle il parle, etc. Dès que le thérapeute rencontre le patient, donc, il reçoit des réponses qui sont liées aux formes dynamiques de vitalité. Lorsqu'il ouvre la bouche, il introduit une forme de vitalité. Il s'accorde affectivement à ce que le patient vient de dire ou peut-être à ce qu'il va dire ensuite. La façon de laquelle il est assis joue aussi un rôle. La façon de laquelle il reste debout, son mouvement, tout a un lieu. Et donc, il en résulte un affinement du champ intersubjectif commun. Il s'agit d'une danse entre les deux à travers laquelle on construit un échange avec des formes dynamiques de vitalité. Dans la plupart des cas, cela arrive de façon inconsciente. Le prochain exemple montre le cas où le thérapeute est très sensible et un processus très similaire entre le thérapeute et le patient se crée. Cela peut aussi avoir lieu dans l'interaction entre un nourrisson et une mère très sensible. Donc, des actions de coping. Cela crée une atmosphère qui fait en sorte que le nourrisson se sent accepté et contenu. Le thérapeute fait de l'improvisation verbale et non verbale. Il donne des réponses qui reflètent l'état émotionnel du patient. On crée un dialogue. Il y a des roulements. Cela est essentiel dans le dialogue, dans les transitions. Les transitions sont parfaites. Et pour être parfaites, on a besoin de comprendre le flux temporel de l'interaction. Lorsque les adultes s'engagent dans un dialogue, ils doivent s'adapter. Ils doivent prendre une pause par rapport au temps de l'autre. Donc, une personne arrête de parler, mais l'autre n'a pas encore commencé. Parce que sinon, il va y avoir des interruptions constantes. Ou bien des pauses qui seront trop longues. Donc, les temps, les délais sont très sensibles. Cela ne dépend pas du contenu, de qui est qui. Et donc, la conscience, comment cela peut être utile du point de vue clinique, est essentielle. Maintenant, je vous présente les formes de vitalité liées à l'identification. C'est la dernière forme de vitalité que je désire vous présenter. À quoi est-ce que nous nous identifions lorsque nous nous identifions à d'autres personnes? Avec ce qu'ils font? Quelles sont les motivations qui les poussent à faire ce qu'ils font? Ou la manière dont ils le font?
Mais bon, la réponse est avec tout cela. Il est toujours impressionnant de constater que l'on a la même démarche pour son propre père ou sa propre mère. Parfois, on se déplace de la même manière, on a la même allure, on tient la tête d'une manière typique, on se penche sur le côté avec la même expression sur le visage, ou bien on soupire de la même manière qu'ils le font, ils l'ont fait. Tout a un début, une partie centrale et une fin qui se trouve sur cette ligne temporelle. Je peux accueillir le soupir d'une autre personne, ce qui demande de se mettre dans la situation de l'autre personne. Vous voyez à cette diapo que l'identification et l'intériorisation consistent à se submerger dans l'expérience dynamique de l'autre personne. C'est très complet, beaucoup plus que la compassion empathique. Sans forme de vitalité, l'identification et l'intériorisation ressemblent beaucoup plus à des instructions à intervenir. L'activité d'une autre personne avec laquelle on s'identifie appartient à l'autre personne. Il faut qu'il y ait une signature personnelle. Cela ne peut pas faire partie d'une catégorie d'activité. Les formes de vitalité de- des activités de l'autre doivent être spécifiques pour la personne. C'est ce qui les rend uniques. Sur la base des expériences précédentes et intérieures, nous avons donc choisi un individu comme objet d'identification que nous allons intérioriser. Mais comment est-ce que cela est intériorisé? Stern nous dit que en fait, il n'y a pas de intériorisation en tant qu'objet entier ni en tant qu'objet partiel. Les formes de vitalité de nos objets d'identification sont plutôt intériorisées. Donc, ils sont liés à des actions, à des sentiments spécifiques, à des attitudes et des réactions spécifiques. Ils sont aussi liés à la manière dont on répond et aux sentiments qu'elles suscitent en nous. Ces formes de vitalité sont intériorisées. Nous nous identifions à elles. Ce que nous observons, nous l'avons vécu à un niveau intime, l'ici et le maintenant. Ce ne sont pas des objets qui sont intériorisés, mais des expériences de interaction. Passer à la dernière partie. Nous, en tant que thérapeute bioénergétique, alors nous, que pouvons-nous apprendre en tant que thérapeute bioénergétique du concept de Stern sous forme dynamique de vitalité? Nous travaillons avec le mouvement physique. Il s'agit d'une méthode, d'une technique de travail fondamentale pour nous. Le concept de Stern sous les formes dynamiques de vitalité avec les 5 dimensions nous explique que le mouvement vient en premier. Et donc, si nous prêtons attention au mouvement, nous pouvons avoir des intuitions et apprendre à nous concentrer sur comment le patient bouge. Et donc, son concept nous donne des arguments supplémentaires pour aborder les mouvements sous toutes les formes et les phénomènes dynamiques. Grâce au mouvement, nous sommes, pour ainsi dire, à l'origine de l'énergie et de la vitalité. En tant que thérapeute bioénergétique, nous comprenons généralement le mouvement comme des nombreuses manifestations, principalement en relation avec les émotions. Quand on travaille avec les émotions, nous devons garder à l'esprit les 5 dimensions des formes dynamiques de vitalité
Et cela nous permet d'adapter de façon plus précise notre intervention, car cela nous aide à nous syntoniser de façon plus délicate avec le patient, en gardant bien à l'esprit les 5 dimensions de la force. Et cela nous aide justement à donner un nom aux activités que nous menons pas à pas. En considérant les dimensions de temps, nous pouvons moduler la vitesse en travaillant avec le corps plus vite, plus lentement, ce qui va provoquer l'insurgir de différents souvenirs. Notre conscience, donc, nous aide à avoir plus de contact avec le patient, à avoir une compréhension plus profonde de l'expérience du patient, à mieux l'analyser et cela nous aide à nous orienter pendant un processus thérapeutique et cela peut stimuler aussi notre opérativité. Et donc, si on travaille sur ces 5 dimensions et l'enracinement nous permet d'alterner des interventions qui font partie de notre répertoire. Et en tant que thérapeute, cela nous permet de développer de nouvelles thérapies, d'élargir notre compréhension de ce qui est le grounding dans son ensemble. Et donc, l'idée de Stern nous permet justement d'augmenter notre conscience dans nos interventions externes nous permet d'élargir ce que nous utilisons lorsqu'on pense à l'énergie. Nous pouvons passer maintenant à la prochaine diapo. Alors, le concept de l'eau et d'énergie est contenu dans le concept d'énergie de Stern. Son approche phénoménique contient ces 5 dimensions et la signification du mouvement est très utile dans le concept de vitalité de Stern est plus vaste que notre compréhension habituelle. Alors, en principe, nous présupposons qu'il s'agit d'une expression d'émotion ou qu'elle est corrélée, liée à l'existence, mais nous avons vu qu'il y a beaucoup plus. Par exemple, frapper un coussin ou un cube euh, du point de vue bioénergétique permet au patient de se sentir plus écouté. Mais il y a une autre façon de considérer cet exemple. Si une personne est plus prudente, nous pouvons percevoir ceci pas seulement comme résistance, car la résistance peut représenter une modalité utilisée par le patient pour nous montrer comment agit-il. C'est une modalité spécifique au patient d'approcher, par exemple, une personne de manière spécifique, particulière, et cela nous dit quelque chose par rapport à sa connaissance implicite des relations. Et donc, nous donnons la place au mouvement. Par exemple, si nous nous concentrons sur la 5e dimension de la vitalité, c'est-à-dire l'intention d'accompagner cela, porte à des connexions importantes nouvelles chez notre patient. Donc, nous sommes guidés dans l'idée de rester dans le ici et maintenant en progressant seconde après seconde sans nous engager en réalité à l'avance. Avoir un but bien précis à l'esprit en espérant que le patient puisse y arriver lui aussi. Et donc, au début d'un mouvement, il n'y a pas une intention initiale de la part du patient qui n'a déjà été écrite ou prévue, mais plutôt il s'agit d'un voyage sans une destination, sans un but précis. Donc, un processus qui se révèle, qui se déploie. Stern appelle ça orientation vers le processus de développement progressif avec une intention émergente. Et donc, nous comprenons le mouvement comme une possibilité d'association libre. Et donc, nous supposons une intentionnalité qui n'avait pas été fixée a priori, pour ainsi dire. La vitalité ou l'énergie nous montre la voie à suivre.
Lorsque nous utilisons le mouvement avec une compréhension dynamique, si nous concentrons notre attention sur les dynamiques elles-mêmes, si nous ne nous tournons pas principalement vers les affaires et les émotions primaires, alors nous accédons à l'inconscient dynamique refoulé. Et cette forme d'attention nous permet tout naturellement d'accéder aussi à l'inconscient implicite non refoulé, à la mémoire procédurale, aux connaissances relationnelles implicites et à la conception implicite des relations. Selon Stern, les formes de vitalité dynamique peuvent élargir et affiner notre compréhension de l'énergie en tant que thérapeute bioénergétique. Et cette compréhension plus vaste de l'énergie oriente notre perception vers des manifestations plus subtiles et ouvre la voie à des techniques plus subtiles. Et si nous portons la dimension intentionnelle dans notre conscience, si nous y pensons dans notre travail corporel avec le patient, alors nous entrons immédiatement dans une psychologie à deux personnes et alors nous nous retrouvons dans une modalité de pensée relationnelle ou dans la théorie des relations des objets. Passons immédiatement à la dernière diapo pour faire un petit résumé. Le concept de vitalité et la dynamique de la vitalité proviennent de Daniel Stern avec son dernier livre. La vitalité commence dès la naissance. Il s'agit de la capacité fondamentale du nourrisson d'organiser son expérience dans le monde. La vitalité comporte 5 dimensions. La vitalité intervient dans de nombreux comportements et pas seulement dans les émotions. Et un cinquième point, la connaissance des 5 dimensions de la vitalité dynamique nous aide en tant qu'analyste bioénergétique à ajuster nos interventions et à les moduler étape par étape. Cela étant dit, je suis arrivée à la fin de ce que je voulais partager avec vous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Thomas. Ta présentation a été vraiment très intéressante. Très utile aussi pour essayer d'approfondir l'expérience humaine. Et maintenant, je voudrais inviter tous les participants à poser leurs questions. Si vous avez des questions pour Thomas, s'il vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire en anglais dans la fonction demande et réponse, questions et réponses, pardon. Alors, en attendant l'arrivée d'autres questions écrites en anglais, je voudrais vous demander si vous pouvez nous raconter quelque chose par rapport à la dissociation et les formes de vitalité. Bon, permettez-moi d'y réfléchir un instant.
la dissociation peut se présenter sous des formes différentes. Et cela peut nous donner quelques informations par rapport au vécu de la personne devant nous. Mais par rapport à cette question, je ne peux pas rentrer plus en détail. Mais je peux dire que nous pouvons trouver des formes de vitalité. Lorsque nous avons une expérience expérience dissociative, et nous pouvons essayer de comprendre le vécu de cette personne parce que lorsqu'il y a une dissociation, les symptômes manifestés sont des symptômes liés à un traumatisme, par exemple. Et donc, on peut essayer de comprendre en quelle mesure cette manifestation dissociative est exprimée. Il faut dire que je n'ai pas à l'esprit un cadre clinique d'une personne dans ce stade parce que généralement, c'est rare, rarement j'ai eu la possibilité de travailler avec des patients affectés par la dissociation. Je m'excuse si je ne peux pas ajouter rien d'autre. Après, nous avons la question de Jessica. Alors, est-ce que ce concept pourrait être connecté à l'hypo et à l'hyperactivation? Je crois que lorsque Jessica pose cette question, elle se réfère aux différentes formes de vitalité. Alors, dans un état d'hyperactivation, il y a un cadre phénoménologique et dans un cas d'un patient qui se présente dans un état d'hyperactivation, il faut faire une évaluation de l'état mental de la personne. Comment agit-il? Qu'est-ce qu'il fait dans cet état d'hypo ou hyperactivation? Peu importe s'il s'agit d'un état d'hypo ou d'hyperactivation, mais il faut plutôt voir et analyser le comportement du patient. Et donc, en réalité, il n'y a pas une nette distinction entre une hypo et une hyperactivation en tant qu'état. Merci, merci beaucoup Thomas. Après, je vois qu'il y a des questions, pas dans la chat, mais dans la fonction demande, questions et réponses. Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose de plus par rapport à Stern et quelle a été ton expérience professionnelle avec lui? Je répète la question. Daniela demande, peux-tu nous raconter quelque chose en plus en tant de Stern en tant que personne et comment étaient vos relations avec ta relation avec lui? Alors, je vais vous raconter le cas d'une patiente. La patiente
dont j'ai parlé dans ma présentation, cette patiente n'arrivait pas à comprendre pourquoi les personnes s'éloignaient d'elle. C'était sans doute sa question primaire. Tout en sachant que cette patiente qui avait à peu près 60 ans avait un grand succès professionnel. Quand elle est arrivée en thérapie, elle n'avait pas de compagnon. Et en effet, elle venait de rompre avec son partenaire et il avait écrit une lettre de 10 pages à son ex pour et demander pourquoi il avait quitté. Elle savait qu'elle était une personne difficile, forte, une femme qui voulait toujours donner son mieux et elle était très dure vers elle-même. Mais elle n'arrivait pas à percevoir son corps. Elle n'avait pas une perception de son corps. Et ceci, en thérapie, constitue un problème primaire. Essayez de l'aider à entrer en contact avec les sensations corporelles, avec les sensations provenant de son corps. Et donc, en thérapie, nous avons travaillé à travers le mouvement. Alors, nous avons travaillé pour approfondir son expérience, pour entrer en contact avec son corps, pour faire émerger ses sensations corporelles. Et pendant la séance, nous avons parlé de ces sensations, ce sentiment de se sentir tout le temps engagé avec agressivité vis-à-vis des personnes qui s'étaient éloignées d'elle. Et aussi l'image du revolver, du pistolet qui était sorti pour tirer. Cet exemple avait été aussi raconté à sa sœur et par la suite élargi aussi à d'autres personnes. Par la suite, nous avons trouvé d'autres modalités afin qu'ils puissent euh, donner un nom par dose à sa colère. Voilà ce que je pouvais vous raconter à propos de cette patiente. Merci Thomas. Et maintenant, nous avons une question de Laura qui, tout d'abord, remercie pour cette présentation si aspirante et elle demande si tu peux nous raconter ton travail avec des patients anorexiques dont la vitalité est visiblement compromise. Je n'ai pas une expérience clinique avec des patients anorexiques. Il ne m'est jamais arrivé d'avoir euh, pardon, en thérapie des patients qui présentaient ce problème, ce trouble. Mais oui, j'admets, j'avais eu un cas de ce type, de cette nature, et c'était un cas vraiment très difficile. Les patients anorexiques ont une image de soi, de leur corps qui est fausse, troublée. Et c'est très difficile de leur faire changer d'avis. Merci Thomas pour cette réponse. Une question de Lucia.
Lucia aimerait avoir quelques informations en plus par propos de l'automutilation physique. Comment peut-on travailler avec un patient qui présente des problèmes d'automutilation? Le cas que tu as présenté de problèmes de autorité. J'ai eu des patients qui sont borderline et qui expérimentent des actes d'automutilation physique. Tout d'abord, en thérapie, il faut arriver à comprendre quelle est l'émotion sous-jacente l'automutilation physique. Par exemple, le fait de se couper. C'est quelque chose qui doit être fait au tout début de la thérapie parce que généralement, le patient se présente très agité avec une impulsion incontrôlée qui après le soulage. Mais le patient ne comprend pas, il ne sait pas quelle est l'émotion sous-jacente à ce comportement d'automutilation physique. Peut-être colère, désir. Et donc, tout d'abord, il faut identifier quel est le type d'émotion sous-jacente et puis, pour ce qui concerne l'intervention, il y a plusieurs possibilités. On peut travailler au niveau sensoriel sur le corps. Alors, comment le patient se sent sur le corps avant et après s'être coupé? Ou quelles sont les situations où l'impulsion à se couper arrive? Généralement, c'est une situation conflictuelle qui détermine un comportement d'automutilation. Généralement, c'est le conflit avec une autre personne. Et donc, il faut bien analyser, explorer s'il y a des conflits et quels sont les conflits qui déclenchent ce comportement d'automutilation physique. Après, nous avons une autre question de Elena qui demande si tu peux expliquer quelle est ta théorie par rapport, quelle est ta vision par rapport à la théorie d'attachement et la corrélation avec les dynamiques de vitalité. Dans la théorie de l'attachement, il y a un style d'attachement sécurisé et non sécurisé. Et dans le cadre de l'attachement non sécurisé, nous avons un style d'attachement ambivalent et évitant. Ceci est le résultat d'une interaction entre la mère ou la personne qui s'occupe du nourrisson et le nourrisson même. Et le sperme style, après, euh, se repropose au sein de l'interaction thérapeutique. Et donc, on peut identifier ce pattern, ce modèle, ce qui est très utile dans le transfert. Il est très important d'être conscient comment le pattern d'évitation, par exemple, se manifeste. Non seulement au niveau verbal, mais aussi au niveau comportemental, à travers les gestes, à travers le non verbalisé, à travers la respiration. Maria Rosaria remercie Thomas.
Il dit qu'il y a une toute dernière question. Peut-on dire que la vitalité est synonyme de partage de santé? Et Thomas demande de répéter la question. Alors, est-ce que nous pouvons dire que la vitalité est synonyme de l'aspect ou de la part santé au sein du trouble? Je m'excuse, mais j'arrive pas à bien comprendre la question. Après, nous avons un commentaire de la part de Sabine qui est très intéressant. Il dit que le traitement du traumatisme en utérus a déjà été étudié à l'Université de Pérouse à travers une intervention dans une piscine réchauffée où la patiente flotte dans l'eau. Le thérapeute soutient la tête en touchant avec délicatesse la peau vers la tête, le cou, les bras en imitant l'expérience intra-utérine qui est vécue à travers euh, le, à travers le, le traitement des traumatismes. Et donc, on peut le traiter même comme ça. Alors, le nom de cette personne qui a développé ce type d'intervention qui se base sur le frottement s'appelle Maurizio Pecciccia, un professeur italien. Oui, c'est un commentaire à titre d'information. Et Thomas répond, oui, c'est très intéressant. Donc, le docteur Pecciccia a étudié justement comment syntoniser, moduler, entrer dans les rythmes du contact intra-utérine à travers son intervention de frottement délicat de la peau dans la piscine réchauffée. J'arrive pas à lire d'autres questions dans la fonction, mais en anglais, mais de toute façon, on est arrivé à la fin du temps dédié à notre webinaire et donc je passe la parole à toi, Thomas, pour conclure ta présentation dans ces 2 dernières minutes qui nous restent. Alors, Thomas répond s'il y a des questions, des commentaires qui sont arrivés en extremis à la fin, je vous invite à me les envoyer par courriel de façon que je puisse répondre à tous et à toutes. Oh, il y a juste une toute dernière question de la part de Christine. Quelle est la vitalité qu'on prend en considération chez un patient qui est en train de vivre une perte, un deuil en famille, qui le porte dans un état de dépression, d'immobilité? Comment arrive-t-on à travailler avec un corps qui ne présente aucune forme d'énergie? Alors, le grounding, dans ce cas, peut être très utile. C'est utile en cas de dépression, par exemple. Et donc, je pourrais proposer une intervention de grounding pour arriver à apporter un changement, même si pour une courte période de temps. Donc, travailler sur les pieds avec le grounding. La durée n'est pas importante, mais cela permet d'ouvrir, même si pour quelques instants, une fenêtre d'intervention, au moins d'après mon expérience. Merci Thomas. Tu as reçu dans la chat plein de remerciements, commentaires, félicitations, des commentaires positifs. Et ce soir, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de participants. Et donc,
Quelques-uns des participants vont t'écrire pour te poser directement les questions. Je profite moi aussi pour te remercier pour ton travail magnifique que tu as partagé avec nous. Je te remercie, ça a été un véritable plaisir et bonne soirée.